Très bien, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord, avant de commencer cette belle conférence sur Napoléon, le plus bel héritage révolutionnaire de la France, à remercier le Cercle Bayard de son invitation et son représentant, Ludovic Blanco. Une invitation à discuter, on va dire, plutôt à exposer ce sujet ô combien intéressant et passionnant qu'est Napoléon, en cette date évidemment du bicentenaire de l'Empire. Enfin de l'Empire, pardon, qu'est-ce que je dis, de la mort de Napoléon. Donc, pour ce qui me concerne, je me présente, je m'appelle Alexandre Laproche, je suis enseignant-chercheur en histoire du droit, donc je précise ma formation est celle d'un juriste avant d'être celle d'un historien, mais naturellement quand on fait de l'histoire du droit, surtout avec un sujet comme Napoléon, on est comme aspiré, comme, je ne sais pas comment dire, comme de la lumière qui s'approcherait d'un trou noir, tant l'empereur, naturellement, a une contribution particulièrement imposante en la matière. Pour ce qui me concerne, je dois avoir l'honnêteté de dire que mes travaux universitaires ne me spécialisent pas pleinement sur la période du consulat de l'Empire et plus largement sur Napoléon. Je fais actuellement des recherches dans le cadre d'une thèse sur le concept de chef de l'État d'une manière transversale, pour faire simple, de la Rome antique à nos jours. Donc naturellement, la question de la conception du chef de l'État à l'époque césariste et napoléonienne m'intéresse particulièrement, mais ce n'est qu'un élément de mon travail d'ensemble. Et sinon, j'ai pu, par le passé, il y a quelques années, commettre un rapport de recherche, un mémoire de recherche en histoire du droit, pas sur la période napoléonienne, mais sur le 19e siècle, sur plutôt le neveu, puisque ça portait sur la Seconde République, et plus particulièrement la liberté publique sur la Seconde République. Donc, mes qualités universitaires, il faut que je n'atteigne de le dire, ne me donnent pas initialement pleine compétence pour totalement traiter de notre sujet, mais à côté de celle-là, il y a bien sûr les qualités humaines de citoyen, comme beaucoup depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours montré un grand intérêt évidemment pour l'épopée napoléonienne et plus largement en tant que citoyen évidemment la préservation et la mémoire de l'empereur est quelque chose qui me porte à cœur. Avant d'aller plus loin, on va peut-être parler de la méthode que j'ai suivie. Comme je viens de vous le dire, non seulement je ne suis pas historien, et en plus de ça, le sujet qui nous intéresse, si j'ai pu l'approcher en tant que passionné d'une part et d'autre part également l'approcher en tant qu'universitaire, n'est pas le cœur de ma recherche, mais ma qualité d'universitaire m'impose naturellement une méthodologie pour traiter n'importe quel sujet que je serai amené à devoir, sur lequel je serai amené à exposer. Elle n'est pas très compliquée. Alors, naturellement, je n'ai pas fait une lecture exhaustive de tous les ouvrages sur Napoléon, mais je me suis focalisé, je pense, sur des auteurs qui me semblent à la fois emblématiques, importants, et j'ai laissé, évidemment, dans mes lectures, parler le pluralisme. Pour moi, que ce soit le cas sur Napoléon comme quand j'avais pu le faire dans mes travaux sur la Seconde République, ces périodes qui des fois peuvent diviser amènent au besoin à laisser écouter, laisser entendre les différentes argumentations, surtout quand il y a débat, quand il y a polémique, comme c'est actuellement le cas. Donc, on va être honnête, j'ai pris les deux auteurs, on va dire, académiques, les trois auteurs, on pourrait dire, académiques sur le sujet, que certains diraient quand même plutôt napoléonites, mais qui, quand on les lit honnêtement, ont des passages et une lucidité, une clarté qui fait honneur à leur objectivité et n'appelle pas à commentaires, à critiques, à savoir naturellement Jean Tullard, Patrice Guinifet et Thierry Lentz. On pourrait accuser Thierry Lentz d'avoir récemment sorti un opuscule défendant l'empereur, mais cet opuscule est un ouvrage historique, certes engagé mais historique, ce n'est pas exactement un manifeste. À ces trois auteurs, on va dire, capitaux, j'ai pris un auteur assez connu de la droite et qui est passionnant, c'est naturellement Jacques Bainville, et un autre que beaucoup connaissent, beaucoup de passionnés d'histoire connaissent pour le ton et la capacité oratoire inégalable, et que si j'arrivais seulement à avoir un dixième de son art oratoire, j'en serais déjà bien comblé, c'est naturellement Henri Guillemin, qui a écrit un ouvrage Napoléon tel quel pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon, ouvrage dont les principales idées, surtout le ton et l'aspect pamphlétaire, se retrouvent naturellement dans les conférences qu'il a pu présider sur Napoléon. À côté donc de ces auteurs, naturellement, j'ai pu aller picorer par-ci par-là, mais vu, on va dire, que ce n'est pas ma spécialisation, je n'ai pas non plus voulu m'étendre et faire une thèse sur le sujet. Mais je pense que cette clarification en ce qui concerne la méthode
d'écouter les auteurs engagés et d'autre part les auteurs plus objectifs me semblait un élément de base pour pouvoir continuer sur cette dissertation. Pour ce qui me concerne, comme je l'ai dit, j'ai pu avoir une passion pour Napoléon. J'ai fait ma présentation d'un point de vue universitaire. L'honnêteté intellectuelle m'impose également de préciser que j'ai un engagement militant. Je suis en Isère responsabilité du mouvement Oser la France et je suis également responsable du mouvement conservateur sur l'Isère. Donc naturellement, on pourra plutôt voir une inclination nette sur la droite. Je préfère plutôt l'affirmer tout de suite, ne pas m'en cacher, quitte après à ce que mon propos soit relativisé, tout en certifiant, on va dire, mon auditoire, que je vais essayer de coller au plus près possible de ce que j'essaye d'avoir, c'est-à-dire une vérité historique, ou du moins l'intime conviction qu'à partir de mes lectures et de mes connaissances, j'ai pu me faire sur ce sujet. Je vais reprendre d'ailleurs, peut-être pour le critiquer, mais j'ai malgré tout beaucoup de sympathie pour lui, le propos introductif d'Henri Guillemin dans ses conférences sur Napoléon, qui disait le travail historique appelle deux capacités, la lucidité et la loyauté avec les sources. Il est quelque peu navrant que quand on voit la suite de son travail, cette loyauté, cette lucidité ne soit pas exactement au rendez-vous, ou alors il en entend un sens bien spécifique, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je sais on va dire le sentier que je vais tâcher de suivre et sur lequel je vais essayer peut-être de vous y emmener. Alors, on va maintenant rentrer après ces quelques prolégomènes dans le sujet. Napoléon, pourquoi Napoléon ? D'ailleurs, pourquoi le commémorer ? Si je prends les faits, seulement les faits, on a affaire à un esclavagiste, au père du patriarcat. Alors, c'est pas le seul, mais en tout cas, il en a beaucoup contribué, à quelqu'un pour qui les libertés publiques n'étaient pas la priorité, un général militaire qui, pendant 15 ans, a conduit des campagnes qui ont coûté 1 million de morts à la France et 2 millions à l'Europe. Cela semble faire quand même une liste assez rédhibitoire pour ne serait-ce que se poser la question pourquoi faire un bicentenaire de l'empereur Napoléon Bonaparte. Naturellement, on ne peut pas s'en tenir qu'à ces faits. Ils sont là, ils sont présents, mais le travail de l'historien, même du citoyen qui veut s'approprier ce débat, c'est de les contextualiser, de voir les effets qu'on pourrait dire, c'est le juriste qui va parler, qui sont à décharge, et de voir qu'est-ce que l'on peut faire de cet ensemble. Plus politiquement, je viens de parler de citoyen, cette conférence est intitulée sous la forme d'une question « Napoléon, le plus bel héritage de la Révolution française », le plus bel héritage révolutionnaire de la France. Il faut être honnête. C'est vrai qu'accoler Napoléon et Révolution, ça fait se boucher le nez les gens de droite, puisque les deux sont liés et les deux sont négatifs, et ça fait boucher le nez les gens plutôt très, très à gauche et dans une tradition jacobine, puisque l'un aurait été l'exécuteur de l'autre. L'un serait prétendu le sauveur avant d'étouffer la Révolution et la République. Ce sont ces éléments de débat en tant que citoyen, ces faits historiques que le but de cette conférence, comme je viens de le dire, va être essayer de les repasser et de regarder au plus près, au cœur de ces éléments, et voir si, sans tous les justifier, du moins on ne pourrait pas en trouver une cohérence, et surtout voir sur cette question de la Révolution française, si c'est une question, et de rapport qu'on peut entretenir avec Napoléon, si c'est une question si évidente à traiter. Le contexte révolutionnaire est un contexte particulièrement chaotique. Je peux conseiller l'auditeur à se plonger dans les ouvrages, alors, évidemment beaucoup, et je ne vais pas refaire la litanie des ouvrages objectifs, des ouvrages peut-être plus engagés, mais un auteur que j'aime bien, qui est plutôt, on va dire, un modéré, on pourrait le dire un peu droit, c'est Guglielmo Ferrero. Il a écrit une intéressante, alors c'est plus un essai qu'un véritable ouvrage sur la Révolution, mais c'est un essai très profond sur les deux révolutions françaises. Et il met en perspective deux révolutions qui sont affrontées, 1789, 1792, 1793, et qui se sont regardées comme des chiens de faïence avant de se battre. Il n'est, contrairement à la caricature qu'on peut en faire, j'anticipe ceux qui pourraient être fans d'un auteur comme Jean-Clément Martin, il ne dit pas que 1789, 1792, tout se passe bien et qu'après une autre révolution s'interpose. Non, dès le début, on constate ces violences révolutionnaires, et justement, dès le début, et je pense que c'est un point clé que met en perspective cet auteur, dès le début, Ferrero explique que ce qui a
tel un domino constituer le commencement véritable. C'est naturellement la prise de Bastille, mais surtout ce qu'il y a derrière, cette grande peur, cette grande, même on pourrait dire terreur, mais le mot est utilisé quelques années plus tard, cette grande peur de l'été 1789. Et pour lui, c'est un signe fort, c'est le signe de la fin d'une légitimité. Avant, tout tenait naturellement. Le pouvoir était à bout de souffle, le pouvoir n'arrivait pas à se réformer, mais on obéissait, peut-être bon gré, mal gré, au roi, à l'autorité. En 1789, à l'été 1789, se passe une crise intense, une crise profonde, qui va tout détruire les fondements de la légitimité. Et ce qui emmène notre auteur, Ferrero, sur la suite, la suite du jeu ne va être que comment reconstruire cette légitimité, comment faire en sorte que le pouvoir, c'est sa thèse, ne soit plus dans la crainte, ne soit plus dans la peur. En fait, au fond, il écrit ça dans un autre ouvrage, mais très lié à son ouvrage sur la Révolution, le pouvoir, les génies invisibles de la cité. C'est la peur qui est le mot d'ordre de la politique, et pour la compenser, pour la combler, on doit créer un système de légitimation qui est la légitimité. Et c'est tout ce système qu'il faut recréer alors, et différents moyens vont être suivis. Le moyen, on va dire, peut-être le plus doux, qui va être donc cette révolution de 1789, qui essaie de superposer une nouvelle légitimité, plus démocratique, parlementaire, un peu libérale, et évidemment la radicalisation, mais déjà en germe dès 1789, de 1792-1793, qui elle, au contraire, va regarder clairement la peur les yeux, dans le blanc des yeux, et va instaurer ce système de terreur et combattre la peur, par la terreur. C'est donc dans ce contexte-là révolutionnaire, qui va suivre tous les régimes de la Révolution, et qui va entraîner beaucoup de coups d'État, jusque donc au fameux coup d'État du 18 et 19 Brumaire, que la geste napoléonienne s'inscrit. Cette geste napoléonienne donc doit, dans ce chaos, dans cette peur, sauver quoi? Peut-être sauver ce que il s'est passé en 1789, c'est-à-dire une révolution profondément, je vais parler juridique, c'est le changement d'un ordre. C'est un nouvel ordre qui apparaît en Europe, en France à ce moment-là, et qui va après, par le fil des conquêtes, s'étendre à toute l'Europe. Le vrai problème qu'on peut se poser, c'est qu'on a cet ordre républicain, donc c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour faire simple, de 1789, avec son grand principe, la souveraineté nationale, ces grands droits de l'homme qui sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, avec une égalité, mais qui est pas mise dans les droits fondamentaux, mais qui est mise avant même les droits fondamentaux, qui est plus une hypostase qu'autre chose, c'est l'égalité en droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit à l'égalité, par contre, les droits que l'on accorde, ils doivent être égalitaires. C'est toute cette grande construction qui arrive en 1789, mais qui s'installe dans un endroit, comme je l'ai dit, où les principes de légitimité sont effondrés, que, au fond, Napoléon, à partir de 1799, et on peut même dire un peu avant, va se devoir d'affirmer, va se devoir de remettre en place. Ainsi, on comprend la question qu'on peut se poser dans ce rapport entre Napoléon et la Révolution française, c'est la question de l'ordre révolutionnaire, en fait. Est-ce que Napoléon Bonaparte a servi ou non l'ordre révolutionnaire? Et au fond, ça sera à peu près la problématique et l'organisation de mon exposé. Le but va être d'abord, dans un premier temps, d'exposer en quoi la geste napoléonienne, la vie de Napoléon, même d'une certaine manière de commencement, s'inscrit, même s'il y a des questions et des problématiques naturelles qui vont émerger, dans la défense, au fond, de cet ordre révolutionnaire, sans qu'une quelconque question soit possible. Mais, et ça va être plutôt l'objet, et là c'est peut-être plus le juriste qui va rattraper l'historien, après avoir exposé comment la geste napoléonienne, la vie de Napoléon s'inscrit dans cette problématique de sauvegarder l'ordre révolutionnaire, va venir le temps des accusations et des défenses. Ça sera plutôt objet de mon second temps. Est-ce que Napoléon, toujours sur un style interrogatif, a été, comme le disent ses accusateurs, l'acteur, le fossoyeur de cette révolution, et même plus largement une honte de la révolution? Et on va voir à ce moment-là qu'en fait deux types d'argumentation vont de nouveau se regarder comme des chiens de faïence. L'argumentation de droite qui, en faisant de Napoléon le continuateur de la révolution, va en faire forcément quelqu'un d'odieux, puisque la révolution est mal, et donc celui qui viendrait à la continuer ne peut que s'inscrire dans une geste
on pourrait dire même maléfique, puisque beaucoup d'auteurs de cette époque sont assez providentialistes. Et à l'inverse, ceux pour qui les compromissions de Napoléon, notamment la dérive vers un pouvoir personnel, héréditaire, l'usage de ce titre d'empereur, le mariage avec Marie-Louise d'Autriche, condamne d'emblée, sans la moindre discussion possible, le fait que l'on puisse rattacher Napoléon à la Révolution. C'est quelqu'un qui l'a profondément trahi. Donc voici le plan que je vous propose de suivre. Déjà une exposition un peu comme dans un mémoire d'avocat, une exposition des faits, quel a été Napoléon dans le processus révolutionnaire, et ensuite ce qu'on appelle la discussion, c'est-à-dire que disent les uns, que disent les autres, et en quoi peut-on en tirer des conclusions de ces différentes affirmations. Est-ce que les affirmations des uns, en fait, ne seraient pas identiques à celles des autres et au final convergeraient vers la même idée? C'est ce que je vous propose d'aborder dans un second temps. Commençons donc par, on va dire, les faits, l'exposition, on va dire, biographique. Napoléon Bonaparte, est-ce qu'il a été un serviteur de l'ordre révolutionnaire? Alors là, je vais suivre la césure que fait Patrice Guénifé dans la vie de Napoléon. Usuellement, on s'amuse à faire Bonaparte avant Napoléon et grosso modo à découper à 1799 la vie de Napoléon. Avant, c'est un général révolutionnaire. Après, c'est que ça soit consul ou un empereur, ce n'est qu'un monocrate qui aspire au retour de la monarchie et au pouvoir. Patrice Guénifé suit cette distinction, mais au lieu de mettre la césure à 1799, il met la césure à 1802, et je trouve cette césure plus pertinente, puisque, soyons honnêtes, si jusqu'en 1802, le consulat de Napoléon, qui s'inscrit dans un pouvoir non viagé et relativement respectueux des institutions qui ont été mises en place, s'inscrit totalement en fait dans la tradition républicaine, à savoir une succession de régimes qui des fois sont renversés par des coups d'État, mais où un pouvoir non héréditaire, non viagé est mis en place et gère les affaires de la République. Et par conséquent, ça me semble une césure plus intéressante. Napoléon, serviteur de la République comme général, enfin d'abord comme officier, puis comme général, et enfin comme consul classique d'un régime républicain. Avant de partir sur 1802 à partir de l'évolution déjà viagère puis héréditaire de son pouvoir. Et une fois cette césure actée, je propose en fait tout simplement si les dates, effectivement, on peut voir un retournement à partir de cette date de 1802, le but de mon exposé, quoi qu'il en soit, c'est d'expliquer que tout Napoléon est dans Bonaparte, ou est déjà dans Bonaparte avant 1802, même avant 1799, et qu'à l'inverse, après 1802, au final, il y a peut-être Napoléon, mais tout Bonaparte est encore dans Napoléon. Donc, que même si, au niveau institutionnel, au niveau de la pratique du pouvoir, et même de la situation militaire, 1802 peut en effet marquer une charnière, malgré tout, il y a plus continuité, il y a définitivement continuité, que rupture, non pas autant au niveau des institutions, tout le monde de 1799 à 1814 est d'accord, mais même au niveau de la personne qui est appelée alors à régenter les intérêts de la France, de la République et de sa révolution. Napoléon, on va retourner avant même la Révolution, il faut juste préciser quelque chose de foncièrement important, et que par exemple quelqu'un comme Henri Guillemin va oublier. Petite parenthèse, si vous regardez, et je peux que vous inciter à le faire, parce qu'encore une fois les qualités formelles sont extraordinaires avec Henri Guillemin, si vous regardez ces vidéos et si vous lisez son ouvrage Napoléon tel quel, vous avez l'impression d'avoir affaire à Michael Corleone quand il s'agit de Napoléon, et je n'exagère rien, c'est un chef de clan mafieux italien, corse en l'occurrence. Il y aurait même, ce qui est assez étrange, une légère pointe, un peu de xénophobie, de préjugés. Napoléon est un latin, un italien, il ne peut être qu'un chef de clan. Cette explication, Napoléon, effectivement, quand on prendra sa vie, il va mettre en avant sa famille, son pouvoir. Néanmoins, ne me semble pas être suffisamment convaincante, et surtout, elle fait fi d'une chose importante et primordiale, c'est que Napoléon est l'enfant, peut-être l'enfant terrestre, mais l'enfant de son siècle, comme l'étaient d'ailleurs tous les officiers de l'armée révolutionnaire puis napoléonienne, avec une nuance sur laquelle je vais arriver rapidement. Mais, et ça, Henri Guillemin, bizarrement, se cache de le dire, Napoléon était un grand amoureux de Rousseau, un grand lecteur de Rousseau. Il en est revenu, on s'en doute bien, mais c'est quelqu'un qui a été formé dans un certain matérialisme des Lumières. Il était au sein de l'Académie militaire, c'était un endroit tout sauf réactionnaire. C'est donc quelqu'un qui
a profondément, et ce fut le cas de tous les officiers de la Grande Armée et de la Révolution, qui fut souvent à l'avant-garde de la Révolution française, c'était quelqu'un, pour ce qui concerne ce point-là, qui ne faisait pas exception. Il avait déjà un peu cette mélancolie du siècle et l'avenir après. Il était profondément bouleversé par les ouvrages de Rousseau. Et ces ouvrages, et c'est ça qui va peut-être le distinguer de ses camarades, il voulait les mettre au service non pas de la France comme tous les grands réformateurs de l'époque se proposaient, mais au service de sa patrie, sa vraie patrie qui était la Corse. Napoléon, son grand amour jusqu'en 1793, c'est la Corse. Sa grande passion, sa grande idole jusqu'en 1793, c'est Pascal Paol, qui était quelqu'un avec qui son père avait combattu avant d'aller traiter avec les Français. C'est un élément foncièrement important qu'il faut savoir remettre au bon niveau. On écrit souvent que c'est l'éducation de quelqu'un qui fait quand même beaucoup dans sa vie. L'éducation en enfant des Lumières du siècle de Napoléon, ni plus ni moins. D'ailleurs, il ne s'est jamais prêté à vouloir. Il a écrit quelques écrits, on va y revenir, mais il ne s'est jamais prêté à vouloir être un grand idéologue, à vouloir renouveler Rousseau, mais son rousseauisme, son attachement aux idéaux des Lumières est sincère et profond, et sa volonté de le mettre au service de son pays de la Corse l'est également. Napoléon, donc, comme je l'ai dit, c'est un fils de la Corse. Il faut savoir que c'est à peine un an avant, en général on sait, que le 15 août 1768, que la Corse est rattachée à la France. Et quand elle est rattachée à la France, c'est un rattachement de papier. Ce n'est pas encore un rattachement de fait. Il faudra que les armées françaises viennent défaire en mai 1769 les armées de Pascal Paol, accompagnées de Charles Bonaparte. À cette époque-là, Laetitia Remolino, la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, était enceinte, puisqu'on s'en doute bien, c'était le mois de mai, donc c'était 3 mois avant la naissance de Napoléon. Enceinte de Napoléon, elle assistait impuissante à la défaite de son mari avec Paoli face aux Français. Donc c'est malgré tout quelqu'un qui n'a pas un grand amour de la France originairement. Je vais même oser une comparaison que certains pourront trouver audacieuse, mais qui, malgré tout, du moins le Bonaparte jusqu'en 1793, me semble exact. Napoléon, jusqu'en 1793, c'est quelqu'un qui pense que les Français sont... C'est quelqu'un qui a profité, évidemment, de l'éducation française, on va dire des infrastructures éducatives, a appris le français, donc c'est quelqu'un quand même qui culturellement a été assimilé à la France, mais qui, dans son intime conviction, est un indépendantiste. Dans son intime conviction, je vous l'ai expliqué par rapport à Rousseau, veut le meilleur pas pour la France, pour la Corse, et trouve que la France est un pays qui opprime son pays, est un pays qui a mis en esclavage son pays. Il utilise vraiment ce mot de mise en esclavage, cette expression, pour parler de la France par rapport à la Corse. Au fond, en 1792-1791, Napoléon, c'était un peu une Christiane Taubira de l'époque, mais pour la Corse. Ça peut sembler saugrenu, mais c'est quelque chose de profondément, profondément incontestable. C'était quelqu'un d'indépendantiste. Et ça sera une grande peine de cœur, que Christiane Taubira n'a pas connue, qui va le pousser à disparaître, enfin une peine de cœur politique naturellement. Ça sera évidemment le volte-face de Pascal Paol en 1793, Pascal Paoli, je le prononce à Corse, de Pascal Paoli, qui, après une mésaventure militaire particulière de Napoléon qui à l'époque aussi entre la Corse et la France, et qui tente une invasion en tant que lieutenant-colonel de la garde nationale de la Sardaigne, Napoléon qui va perdre pied en Corse. Pascal Paoli va se rappeler de l'aspect traître de la famille Bonaparte qui s'est retourné après la bataille de Ponte Novo, et surtout Napoléon, avec l'arrivée de la Révolution française, commence de plus en plus à accepter l'évolution des choses en ce qui concerne la République, la Révolution française, le jacobinisme. Il commence de plus en plus à pencher vers ces nouvelles idées, et si la Corse devient un agrégat de citoyens à égalité avec le reste des Français, devient dans une nation qui serait rousseauiste, ce qui va être le grand projet des Jacobins, eh bien pourquoi pas. Et ainsi, en 1793, le grand amour de Napoléon pour son pays corse va se rompre. Pascal Paoli va appeler à la proscription de sa famille, il va devoir fuir la Corse, et c'est à ce moment-là, à partir de 1793, que Napoléon, qui était avant un révolutionnaire corse,
qui suivait un peu de loin, et même avec un certain dégoût, les événements qui se passent en France. Il ne faut pas oublier qu'il va assister en 1792 à la prise des Tuileries, et qu'il en sortira profondément choqué. Déjà avant, en tant que lieutenant, il avait montré une certaine hostilité à l'insurrection. Il s'était montré quand même plus que sceptique à certains troubles révolutionnaires, dans cette période, comme je l'ai dit, de grande peur et où il fallait reconstruire quelque chose. Il est déjà un révolutionnaire, oui, mais avec un certain scepticisme contre l'insurrection à tout va. Et maintenant, donc, nouvelle évolution. Avant, il pouvait, à la limite, pendant quelques mois, il a pu essayer de concilier, de concevoir que la Corse et la France pouvaient marcher d'une même destinée sous un régime jacobin. La rupture avec Paoli va le tourner définitivement, va le jeter définitivement dans les bras de cette nation, de ce pays, la France, qui, pourtant, quelques années avant, était pour lui un peuple qui réduisait en esclavage son pays. Voilà, ici pour moi, la jeunesse de Napoléon qui finit, on pourrait dire la fin de l'éducation sentimentale de Napoléon, avec cette grande rupture avec la Corse, et le commencement, à partir de 1793, d'un officier qui va devenir un véritable serviteur de la République. On va voir les conditions. Certains disent que c'était se servir avant de servir la République. Il n'empêche, ce que je vais tâcher de vous exposer, qu'il va à de nombreuses reprises contribuer à faire en sorte que la République se maintienne. C'est donc un officier républicain. Il va être tout de suite au cœur, il n'était pas à Paris, donc pas au cœur, mais il va en tout cas faire preuve d'un jacobinisme qui est difficilement contestable. Il va être l'auteur d'une petite brochure qui s'appelle Le Souper de Beaucaire en 1793, qui va le faire remarquer d'ailleurs, où en cette période d'insurrection fédéraliste, il se montre clairement partisan de la Convention nationale. Il va être remarqué, on le sait bien, au siège de Toulon, par Barras, par aussi le frère de Robespierre, Augustin Robespierre. Donc sa progression, son engagement au sein de la République se fait tout de suite quand même du côté du jacobinisme, même si, comme je vous l'ai dit, il avait cette petite réserve qui lui était restée du massacre des Tuileries, une certaine affection pour l'ordre. Néanmoins, il devient donc, à l'hiver 1793, il effectue son brillant coup de Toulon, donc il n'est pas le responsable principal de cette bataille, mais en tant que capitaine d'artillerie, puisqu'il avait été formé à l'artillerie, il a eu des fois on dit qu'un artiste a un coup de pinceau, lui, sur la carte, il a eu le coup de pinceau de voir où c'est qu'il fallait placer précisément ses batteries pour pouvoir faire fuir l'escadre britannique, qui alors occupait Toulon, et en l'espace de quelques jours, grâce à cette pression, à ce coup d'œil, il va réussir à faire en sorte que l'artillerie puisse l'artillerie française puisse tout simplement taper sur les endroits fragiles de Toulon, permettant à la ville de tomber, ce qui vaudra alors une promotion de général. Il va continuer donc, après son parcours de serviteur de la République. Comme je vous l'ai dit, il est amoureux de l'ordre, mais il est également commence à être amoureux de la conciliation, et par exemple, il va refuser une affectation qu'on lui propose en Vendée. Alors, est-ce par intérêt personnel, en voyant que c'était un endroit particulièrement difficile? Est-ce parce que déjà il sentait que c'était que de se faire mal, que de absolument vouloir faire en sorte que des Français tirent sur d'autres Français? À Toulon, c'était des Français qui tueraient sur d'autres Français alliés aux Anglais. En Vendée, il y a également la main de l'Angleterre, mais c'est quand même surtout des Français. En tout cas, il refuse cette affectation, ce qui vaudra d'être mis en demi-solde. Et surtout, il va connaître une brève disgrâce. Comme je vous l'ai dit, en tant que proche des Jacobins, il était proche d'Augustin Robespierre. Naturellement, le 9 Thermidor en 2, lors de la chute de Robespierre, il va être quelque peu soupçonné d'être dangereux. On va le garder à l'œil, on va provisoirement le mettre à l'arrêt. Ça ne va pas avoir beaucoup d'importance, cela dit, par rapport à d'autres proscriptions qu'il y a pu avoir à cette époque, mais ça va également, il a été quand même concerné. Ça va être quelqu'un, Napoléon, on va le voir par la suite, qui a souvent des choses qui vont se rappeler à lui, et il sera toujours préoccupé, tant par sa famille, tant par sa sécurité, tant par, après la nécessité bien sûr de gérer l'État, mais il y aura toujours des préoccupations. Et là, ici, après, alors qu'en 1793, il avait pu fuir aux proscriptions que Pascal Paoli appelait contre lui en Corse, en 1794, il va échapper donc
sans trop de difficultés, il est vrai, aux prescriptions qui ont eu lieu après la chute de Robespierre. Donc le voilà, ne voulant toujours pas aller en Vendée, on avait noté que c'est quand même un officier particulièrement brillant pour l'analyse des cartes, donc il va se retrouver quand même au service topographique de l'armée, et il va quelque peu attendre. Il va être balancé également avec l'Italie, puisqu'il va alterner donc son poste au service topographique de Paris avec la préparation de la partie artillerie de l'armée d'Italie. À l'époque, on ne pense pas à lui de lui remettre le commandement, mais on le pense du moins à ce qu'il en tout cas soit en charge de pouvoir être en charge de la coordination de l'organisation tout simplement de l'artillerie. Cette alternance entre ses fonctions en Italie et à Paris, en tout cas, contribue à forger son œil militaire, on peut dire son génie militaire, puisque je vous ai parlé de Toulon. Napoléon, jusqu'en 1793, est quelqu'un qui avait quand même plutôt connu l'échec dans ses entreprises militaires. À partir de Toulon, ça change, et pendant donc quelques mois, il va pouvoir longuement planifier, réviser, réfléchir comment aller en Italie, comment triompher en Italie. Cette perspective italienne, avant, va connaître un épisode fameux où, encore une fois, on va avoir le général Bonaparte comme on pourrait dire, selon la République, c'est comme ça qu'il a été vu à l'époque, si ce n'est que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été sans doute quelqu'un d'autre, mais il a fait ça avec une particulière efficacité. C'est le fameux général Vendémiaire, lorsque en Vendémiaire en 3, si je ne m'abuse, Napoléon va devoir mater une émeute menée par la droite, tant royaliste que modérée, à Paris. La chute de Robespierre avait provoqué une espèce de déstabilisation dans le gouvernement qui avait dû condamner les actes terroristes de la Convention et du Comité de salut public, mais qui en même temps, convention qui était peuplée principalement d'anciens acteurs de cette période. Donc ça avait provoqué un certain essoufflement de la Révolution, ce qui avait poussé à certains à droite à s'organiser. Il va y avoir après pendant tout le directoire le club de Clichy, et à vouloir en tout cas pousser pour déstabiliser plus la Révolution et voir envisager une restauration monarchique. Napoléon est alors sollicité par Barras, qui est alors l'homme fort du directoire, pour pouvoir maintenir le directoire naissant dans la ligne qui s'est donnée, c'est-à-dire ni jacobin, ni monarchie, au milieu en fait. Et c'est ce à quoi va bien s'astreindre Napoléon. Une petite parenthèse, pour bien juger cet événement Vendémiaire, on peut objectivement dire que si Napoléon ne s'en était pas chargé, d'autres s'en seraient chargés. Mais on peut aussi objectivement dire que si le matage de Vendémiaire n'avait pas eu lieu, au fond, la Révolution française, elle sera également le cas si après il n'y avait pas eu la campagne d'Italie, si après il n'y avait pas eu la seconde campagne d'Italie. Ça aurait été une sorte de parenthèse, comme les Anglais ont connu la parenthèse de la guerre civile de 1649 et de Cromwell. Si en Vendémiaire le régime était tombé, la République au final aurait vécu 3 ans, et elle serait morte, en plus de ça, après la mort dans une souffrance certaine du petit dauphin Louis XVII, enfin qui n'était plus dauphin du coup, au Temple. Donc on aurait eu une période qui aurait été vite rangée dans l'histoire comme quelque chose d'assez honteux. Je dis ça pour souligner qu'à partir de 1795, même si Napoléon n'est pas aux responsabilités générales, il n'a que des responsabilités d'un officier supérieur, à chaque action qu'il va faire, il va quand même contribuer à affermir la République. Et c'est l'une de mes thèses, il faut bien comprendre que chaque minute, chaque mois, chaque année que la République gagne, c'est ce qui va permettre, jusqu'à maintenant j'ai envie de dire, que son ordre républicain, la révolution qu'elle a voulu porter, ait finalement pu s'imposer malgré, on pourrait dire, la contre-révolution, ou du moins malgré la restauration qui va y avoir lieu en 1814. En 1814, quand Louis XVIII récupère le trône, déjà, les 100 jours, un an après, vont lui faire comprendre la solidité de sa légitimité, mais il est obligé de composer. Il a cette espèce de système baroque, qui annonce d'ailleurs le préambule de sa charte, de relier les chaînes du temps, mais il doit concéder des droits publics. Alors, c'est pas les droits de l'homme, mais c'est quand même très proche. Il doit concéder au parlementarisme, il doit concéder à ne pas vouloir retoucher les biens nationaux. Son successeur, Charles X, qui lui voudra se lancer dans cette politique, au contraire, sera lourdement sanctionné. Donc, c'est juste pour expliquer qu'à partir de 1795, à chaque fois que la République est sauvée, c'est peut-être son héritage aussi qui l'est.
Si la République avait duré, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, elle serait chutée, je ne sais pas, en 1797. Je vais vous parler de la campagne d'Italie brièvement. S'il n'y avait pas eu la campagne d'Italie, les armées républicaines étaient reflouées du côté allemand. Peut-être que la Révolution aurait dû négocier. Peut-être que la réaction aurait pu s'instaurer. En tout cas, à partir de maintenant, on va dire Napoléon va permettre à cet héritage révolutionnaire, cet ordre révolutionnaire, de s'implanter, de gagner du temps. 1795, donc Vendémiaire. On le remercie, on l'envoie en Italie en 1796. Il faut savoir qu'en 1796, l'Italie, c'était être un terrain d'action secondaire. C'était les armées d'Allemagne qui devaient mener l'offensive de front face aux coalisés. C'était Hoche et Moreau qui devaient se charger de ça. Et Napoléon, en fait, au fond, ça devait être juste une petite diversion pour attirer quelques troupes pendant que la République se serait enfoncée plus profondément en Allemagne. Au final, ça va être strictement l'inverse. Hoche et Moreau vont être refoulés, ils vont connaître des échecs. Napoléon, d'une simple petite armée qui va savoir certes galvaniser, il va s'avérer être l'homme clé de la situation. Je vous ai dit que tout Napoléon est déjà dans Bonaparte, la campagne d'Italie, après la campagne d'Égypte qui vont suivre. Au fond, on pourrait déjà écrire à la limite comment vont se passer la suite des événements après sa prise de pouvoir en France, quand on regarde ce qui se passe en Italie et en Égypte. Un génie, un brio pour la propagande, pour galvaniser ses troupes. Un brio pour savoir s'imposer, alors avec des remous évidemment, mais malgré tout avec une certaine intelligence aux populations locales. Une intelligence de respecter les convictions religieuses de chacun. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Un brio administratif et de réforme. Tous ces éléments, le principat que va exercer Napoléon en Italie, puis après on pourrait dire le despotat ou le dominat qu'il va exercer en Orient, en Égypte, tous montrent cette capacité, cette puissance visionnaire. Comment, alors qu'il est censé commander une armée étrangère, il arrive malgré tout à savoir concilier, à savoir s'imposer, et donc, encore une fois, aussi à élargir la sphère d'influence de la République, à imposer aussi, avec des concessions, mais ça sera toute sa vie, l'ordre juridique que propose la République, avec des réformes notamment constitutionnelles. On pense souvent que le Code civil, on va y revenir plus tard, a été exporté dans toute l'Europe, c'est vrai, mais avant le Code civil, c'est même tout simplement le constitutionnalisme. Le principe de se dire que chaque État doit avoir une constitution qui dépend de sa souveraineté nationale, qui est exportée au travers d'un République sœur. Il y a des intérêts géopolitiques évidents, comme il y en aura après quand ces républiques sœurs deviendront des royautés sœurs, mais en attendant, on exporte c'est peut-être une arme idéologique, mais dans une arme idéologique à double tranchant, on exporte cette idée que les nations sont souveraines et peuvent se doter librement de constitutions. Donc, Napoléon en Italie, Napoléon en Égypte, on a déjà tout ce qui va caractériser par la suite son règne. Donc, c'est pour ça que je trouve que les césures Napoléon Bonaparte, alors on aime le général républicain, on n'aime pas l'empereur ou l'autocrate. L'autocrate est déjà dans ce qu'on appelle l'autocrate, déjà dans le général républicain et inversement. Aussi, alors je ne vais pas m'attarder longuement sur la campagne d'Italie, parce que militairement il y aurait beaucoup à dire. Il faut juste savoir qu'elle va se clore donc par le célèbre traité de Campo Formio. Guglielmo Ferrero, qui est l'historien que je vous ai cité tout à l'heure, voit, et avec du recul à juste titre, il voit ici le début, pas de la fin, mais le début de la continuation perpétuelle que va être la Révolution française, que ce soit par d'abord la Révolution classique, puis après avec Napoléon. C'est-à-dire qu'à Campo Formio, on fait la paix avec l'Autriche, avec deux clauses territoriales qui vont être inacceptables, notamment pour une nation qui s'appelle les Anglais, on va y revenir. C'est évidemment la reconnaissance de... Excusez-moi. La reconnaissance de l'annexion de la Belgique par la France et de sa zone d'influence sur la rive gauche du Rhin. Ces conditions, alors là c'est une analyse plus bainvillienne, mais pour le coup elle rejoint celle de Ferrero, qui lui se fixe plus sur l'Italie, plus l'extension, ce qu'on n'avait jamais réussi avant les anciens rois de France, de l'influence de la France en Italie. Ces deux éléments conduisent pour lui à cette mécanique infernale, cette mécanique de guerre permanente, puisque tout le temps il faudra maintenir, tout le temps il faudra refaire la guerre, tout le temps il faudra toujours signer les traités pour maintenir ces annexions. Napoléon signe ce traité de Campo Formio, mais c'est la grande volonté de la nation française, même des plus ardents jacobins, que cette grande nation qui va jusqu'à la Belgique, qui annexe la rive gauche du Rhin, et qui s'étend avec des républiques sœurs en Hollande, en Italie. Campo Formio, avec les Autrichiens, acte de ceci, c'est de cette prise d'acte de la nation poussée à ses frontières naturelles que va venir, comme
comme un effet domino, toute la suite des événements. On va être systématiquement bloqué par ça. Et Napoléon, qui a signé Bonaparte, le général Bonaparte, qui a poussé à ce traité au nom de la République, devra être le gardien de cet état des faits, de cette grande nation territoriale. Il va l'élargir, on va y revenir, mais il devra malgré tout garder cet élément, et c'est ce qui va foncièrement le bloquer. Donc l'Italie, déjà, comme je le dis, tout Napoléon est déjà dans Bonaparte. Bonaparte arrive à obtenir ce que voulait la France depuis tant d'années, c'est-à-dire un traité de paix qui acte ses frontières naturelles, qui acte sa zone d'influence, qui acte sa forme républicaine, ce qu'elle va obtenir enfin face à l'Autriche-Hongrie. Face à l'Autriche, qui était quand même le premier pays contre lequel, en 1792, la France révolutionnaire, encore sous la forme d'une monarchie, avait déclaré la guerre. Donc, on semble atteindre un but, et c'est Napoléon Bonaparte qui, en 1790, arrive à avoir le traité qui arrive à un but, mais on est encore en guerre avec d'autres États, et notamment un État qui n'acceptera jamais cette situation, qui considère toujours, selon les mots de Bainville, à juste titre, que la Belgique et Anvers, c'est un canon tourné contre son cœur, c'est bien sûr l'Angleterre. Et ici, on arrive au second élément, quand je dis que tout Napoléon est dans Bonaparte, c'est la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte, véritablement, résume toute la suite des événements. Un général brillant, victorieux, qui va savoir concilier avec les intérêts de la paix sociale, avec les intérêts de la religion, pour finalement quoi ? Finalement rien. Finalement devoir quitter sa conquête. Et pourquoi ? Toute la campagne d'Égypte, qui est triomphale en juillet 1798 lors de la campagne des Pyramides, 10 jours après la bataille des Pyramides, je crois que c'est le 20 juillet, le 1er août, me semble-t-il, tout est perdu en fait. Qu'est-ce qui se passe au 1er août ? Ce qui se passera d'ailleurs 6 années plus tard, le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson détruit l'escadre française à Aboukir, détruit la flotte de Méditerranée à Aboukir, forçant Napoléon à rester prisonnier de sa conquête, le forçant en quelque sorte à tourner en rond sans avoir l'avantage qu'on a quand on a des communications maritimes, de pouvoir faire apporter du matériel. Et du coup, Napoléon va se retrouver, comme il se retrouvera ultérieurement en tant qu'empereur, à devoir pousser toujours plus la conquête pour se maintenir, pour agrandir, c'est vrai, sa gloire, mais à l'époque, la gloire, c'est quand même quelque chose qui était assez primordial dans les gens de cette époque. Il va se retrouver donc comme bloqué dans une machine sans fin, jusqu'à devoir d'ailleurs trouver la limite. Et la limite, à l'époque, ça ne s'appellera pas la Moscova, ça ne s'appellera pas Leipzig, ça s'appellera le siège de Saint-Jean d'Acre, où il comprendra, au siège de Saint-Jean d'Acre, que l'absence de flotte lui empêche d'avoir un soutien maritime pour prendre de plus en plus facilement Saint-Jean d'Acre, lui empêche d'avoir de nouveaux canons depuis la métropole, et lui empêche au final de prendre Saint-Jean d'Acre, qui aurait ouvert les portes vers d'autres conquêtes d'autant plus merveilleuses, pourquoi pas Constantinople. Et au final, il se retrouve donc quelques mois après, malgré une nouvelle grande et brillante victoire militaire à Aboukir, ironie de l'histoire, un an après la bataille navale, la bataille terrestre d'Aboukir, où il repousse les troupes, il repousse très violemment et avec un brio les troupes du sultan à la mer. Malgré tout, il est obligé de rentrer en France parce que les événements se multiplient. Il se retrouve bloqué dans sa conquête, comme on peut le supposer, c'est un peu la thèse, c'est même la thèse de Jacques Bainville, qui est quand même assez brillant de ce point de vue-là. Il se retrouve bloqué de sa conquête, comme plus tard, il se retrouvera bloqué d'une certaine manière. Non pas que ça flatte pas son ego, hein, on va être d'accord. Il y avait l'ego, la gloire personnelle, évidemment que ça joue, mais dans un système plus large où il est bloqué. Il ne peut pas aller plus loin, comme il ne pourra pas plus tard aller plus loin, où il faudra à chaque fois, ça sera le blocus continental, nous y reviendrons, pousser toujours plus. Il se retrouve donc à devoir retourner en France pour faire le fameux coup d'État du 18 Brumaire. Le coup d'État petite parenthèse aussi, pendant la campagne d'Italie, il avait déjà une nouvelle fois contribué à aider la République, ou du moins les conventionnels de la République, qui voulaient sauvegarder leur tierce voie entre restauration et jacobinisme, en envoyant son auxiliaire, le général Augereau, faire le coup d'État donc de Fructidor, alors ça doit être en 6 ou en 7, donc Fructidor 1797, on va mélanger deux calendriers, où il y avait eu, 6 mois après, c'est assez amusant quand on regarde ce coup d'État, une poussée monarchiste aux élections. Malgré tout, on avait dégagé en fait les nouveaux députés monarchistes qui s'étaient présentés au Conseil à l'aide d'un glaive qui était le général Augereau. Je reviens à ce coup d'État pour vous dire que, et c'est pour ça d'ailleurs ça critique d'autant plus qu'on peut aller
si on veut vraiment diviser entre Bonaparte et Napoléon, on peut l'échelle comme 1802, parce que son coup d'état du 18 Brumaire, c'est tout sauf quelque chose d'extraordinaire. C'est tout sauf un coup de poignard dans le cœur de la République, comme on voudrait nous faire croire certains. D'ailleurs, ceux qui sont amoureux de la République, qui veulent nous faire croire un coup d'état, en général, la République qu'ils défendent n'est pas exactement celle du Directoire, qui est celle pourtant qui va être renversée le 18 Brumaire. Donc c'est assez étrange de les voir défendre une République qui s'est construite sur les cendres de la République que, plus sociale, plus jacobine, ils voulaient construire. C'est un coup d'État, somme toute, ce qu'il y a de plus normal. Depuis, alors la Révolution s'est faite que par une succession de révolutions, de coups d'État, d'assemblées envahies. Les coups de la Bastille jusqu'à la chute du roi. La Révolution commence par un coup de force contre l'administration royale à la Bastille, finit par la prise des Tuileries, continue après par l'expulsion des Girondins en 1792 de la Convention. Donc, et ceux qui ont expulsé les Girondins, les montagnards, seront eux-mêmes expulsés en 1794, genre de Thermidor. Donc, avant le Directoire, c'est une succession de putsch, de révolutions, avec des fois le peuple en armes, des fois l'armée qui collabore. C'est vrai qu'à partir du Directoire, ce soit uniquement des coups d'État militaires. Mais Napoléon, au final, il n'en est qu'à son 4e. Et avant, il avait contribué, comme je vous l'ai dit, avec le général Augereau, à l'un des principaux en 1797, où il s'agissait d'empêcher les modérés et les royalistes de devenir majoritaires au sein des conseils. Donc, c'est le 4e coup d'État, comme je vous ai dit, pour le Directoire, le premier ayant été celui de 1797. En 1798, on avait dû refaire un coup d'État, mais cette fois-ci dans le sens inverse, pour chasser une poussée de députés jacobins au sein des conseils. En 1799, troisième coup d'État plus original, cette fois-ci, c'était les conseils qui avaient fait un coup d'État pour expulser des directeurs qui ne leur plaisaient pas au sein du Directoire. Donc, au fond, on est vraiment dans une routine, dans une banalité, et on le sait, Napoléon était plus qu'un glaive que cherchait Emmanuel Sieyès qu'autre chose. D'ailleurs, qui peut se douter que le coup d'État de 1799 a été un coup d'État porté à la Révolution République quand c'est le principal théoricien de la Révolution, Emmanuel Sieyès, quand même l'auteur de Qu'est-ce que le tiers-État, l'un de ses principaux penseurs constitutionnels, qui en est à la manœuvre. Ça semble, somme toute, assez ridicule. Donc, il se fait, en 1799, le glaive de Sieyès, mais c'est vrai que autant le 18 Brumaire, c'est le coup d'État d'Emmanuel Sieyès, il se passe bien, autant le 19 Brumaire, ça s'est passé sur 2 jours, je ne vais pas vous faire tous les détails heure par heure de ce coup d'État, autant le 19 Brumaire, ça manque de dégénérer. Pourquoi ? Parce que d'un coup d'État qui se voulait, somme toute, assez parlementaire, sur la pression du militaire, on arrive à quelque chose où clairement on voit le glaive, on voit l'armée arriver avec le bout de son nez, et notamment, bien sûr, le général Bonaparte. Ça manque effectivement, le 19 Brumaire, de dégénérer, mais au final, la situation, grâce à Murat, est maintenue et le coup d'État se passe bien. Ce coup d'État, c'est un coup d'État voulu par 2 des 5 directeurs sortants, avec 2 des autres directeurs qui l'acceptent bien volontiers, voulu par le Conseil des Anciens, et où le président du Conseil des 500, qui était Lucien Bonaparte, était également la partie. Donc c'était encore, comme ça l'avait été dans les précédents autres coups d'État, un règlement de compte entre conventionnels, et Napoléon devait être celui qui devait venir un peu équilibrer la machine. Il n'avait pas été, on le sait, le premier choix, mais le premier choix c'était le général Joubert qui, hélas, avait été tué en Suisse quelques jours plus tôt. Napoléon, cela dit, arrive à récupérer les événements grâce à son coup de glaive du 19 Brumaire, et c'est comme ça que d'un système que proposait Emmanuel Sieyès, où Napoléon devait être neutralisé dans une construction constitutionnelle où il devait devenir ce qu'on appelait un grand électeur, Napoléon va plutôt demander à ce qu'on fasse bien un consulat avec un rôle prééminent pour le premier consul, et c'est comme ça qu'on arrive au consulat, et que en fait Napoléon récupère le coup d'État, mais qui n'avait pas, on va dire, organisé, qui n'avait pas préparé, n'est arrivé qu'à la fin. Il a, c'est vrai, son brio de récupérer ce coup d'État, mais au final, on peut donc se dire que ce n'est pas tant lui qui a tendu un poignard aux institutions, mais comme il y avait déjà pu avoir avant, c'est plutôt lui qui a tendu un poignard à ceux qui avaient fait un coup d'État juste avant. Quoi qu'il en soit, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, puisque je vous l'ai dit, jusqu'en 1802, c'est un pouvoir, alors c'est le génie de ce pouvoir en 1802, de rééquilibrer, qui rééquilibre le pouvoir au sein de la République et des institutions avec un exécutif particulièrement puissant, mais on reste encore une fois dans un cadre républicain. On connaît la célèbre proclamation qui explique que la Révolution, arrivée au principe qu'il avait fondé, a été donc finie. Le but, c'est maintenant de stabiliser la Révolution. On s'inscrit encore, pas dans une rupture, mais dans une continuité. Et c'est justement pour garantir cette continuité qu'on a jugé utile une rupture avec le personnel quelque peu limité du Directoire. Ce coup d'État,
augure donc le consulat, et encore une fois, comme je le dis, on peut dire qu'il y a eu un grand consul de la République qui s'est prolongé au-delà du consulat, c'est-à-dire ça permet une période qui est fondamentale de refondation de l'État. Je reviens toujours, mais c'est une des importantes, aux écrits de Ferrero sur comment la peur était le modalité principale du pouvoir depuis 1789, depuis que tout principe de légitimité avait été détruit. Napoléon jette ce qu'il appelle les fameuses masses de granit. L'historien du droit, spécialisé de droit public, peut l'assurer. Beaucoup de ce qui a été lancé à l'époque de ces masses de granit reste encore. Il reprend des codifications qui étaient dans les cartons pour les achever. L'œuvre législatrice qui commence avec le consulat et qui se prolongera au-delà de 1804, encore une fois, cette idée, tout Bonaparte, et dans Napoléon, tout Napoléon de Bonaparte, l'Empire, de ce point de vue-là, va continuer le travail de stabilisation et de création, littéralement on peut dire, de création de la France moderne sur les principes révolutionnaires. On va dire, la Révolution avait posé les principes, il fallait poser les institutions, la technique, et ça va être tout le pouvoir napoléonien qui va le faire à partir de 1799. Je ne veux pas vous faire ici la litanie de toutes les grandes dispositions de l'époque. On peut juste noter le plus notable, et naturellement le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Banque de France, le franc germinal pour ce qu'on va dire les institutions générales, et au niveau du droit, les 5 codes, le code civil, code de procédure civile, code pénal, code de procédure pénale et le code du commerce. La Déclaration des droits de l'homme posait 17 articles qui donnaient le cadre. Napoléon a apporté les 5 codes qui vont apporter l'application concrète. Donc, on est ici sur la stabilisation de la Révolution, sur quelque chose de fondamental. Il fallait ces masses de granit pour que l'héritage révolutionnaire puisse avoir lieu. Sans ces masses de granit, sans par exemple la création des préfets, sans la création du code civil, une restauration venait, et au fond, qu'est-ce qu'il aurait bien pu avoir? On aurait fait quelques réformes, mais il est fort à parier que sans cette mise par écrit de tout un droit qui est fondateur, les principes de la Révolution et leur traduction juridique n'auraient pas pu être conservés. Donc rien que de ce point de vue-là, d'un point de vue de juriste, cette action est juste fondamentale, et juste fondatrice, et ne peut pas donc être minorée. On va s'intéresser maintenant, comme je vous l'ai dit, tout Napoléon dans Bonaparte, tout Bonaparte est dans Napoléon, sur l'aspect le plus problématique. J'ai mis donc la fin de la césure en 1802 parce qu'il y a aussi deux événements très importants autour de cette date, qui vont d'ailleurs, ça va finir en 1803, c'est la paix d'Amiens et le Concordat. Avec ces deux événements, le Concordat va choquer une partie naturellement des Jacobins, mais va avoir un mérite qui n'est pas des moindres, c'est quand même malgré tout de pacifier la France, de désarmer définitivement, très lourdement, la Vendée, même s'il y aura des conspirations. La paix d'Amiens, c'est enfin la concrétisation, parce que ce qu'avait commencé le général Bonaparte avec le traité de Campo-Formio, c'est enfin la paix en Europe. Elle sera brève, elle durera 1 an, mais elle est là. En 1802, au fond, on peut après dire qu'on connaît la suite des événements, qu'on connaît la suite de l'histoire, mais en 1802, Napoléon n'a fait rien d'autre que de pouvoir enfin pérenniser, à l'époque on pense de manière définitive, la Révolution et sa République. Il a posé des institutions fortes, il est en train de réformer l'État, il n'a pas fini, les principaux codes viendront après. Le Concordat, qui apparaît pour certains jacobins comme une traîtrise, est quand même la condition sine qua non pour une pacification des deux France, pour ce qu'appelle Napoléon la fusion. Napoléon avait une expression, il n'était ni bonnet rouge, ni talon rouge. Je vous avais expliqué en début de cette conférence qu'il était patriote corse, qu'il a glissé au jacobinisme, mais il avait toujours eu cette préscience que l'ordre, c'est quand même important. Il assure ce qui manquait à la France depuis maintenant une décennie, l'ordre. Avant, on avait l'ordre légitimiste, l'ordre royal. C'est peut-être le premier qui va enfin créer un ordre républicain qui peut ne pas sembler instable, qui n'est pas sinon fondé sur la terreur, sur la peur, sur la crainte absolue. Alors, c'est un régime musclé. C'est Fouché qui a la police, on connaît les actions de Fouché pendant la terreur, c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé à ses fonctions, mais on a enfin quelque chose, une respiration, et la République, vraiment, s'il y a une date dans cette époque où on se dit la République qui semble enfin pouvoir s'affermir, c'est en 1802. À partir de 1803, dans la suite de ce que je vous avais dit sur la campagne d'Égypte, c'est la logique égyptienne, on va l'appeler comme ça, la logique du blocus continental, la logique de la guerre, peut-être pas outrance, peut-être pas la guerre totale, mais de la guerre perpétuelle qui va revenir. Les Anglais ne sont pas dupes. Les Anglais, c'est nos éternels adversaires, on peut les critiquer, ce sont des gens intelligents. La preuve, c'est qu'ils ont battu Napoléon, donc ça doit forcément être des gens intelligents. Les Anglais, très vite, en 1802,
ils n'ont pas voulu composer avec cette paix. Ils ont été poussés parce que Napoléon avait avait imposé un nouveau traité de paix avec l'appel du Lunéville à l'Autriche-Hongrie. Il faut que j'arrête avec l'Autriche. Et la paix donc semblait être nécessaire. Mais ils savent que même si elle était nécessaire, elle va foncièrement contre leurs intérêts. Je vous rappelle toujours cette présence bainvillienne, la Belgique. Encore la Belgique, toujours la Belgique. Cette annexion belge, ce territoire donné à la France qui, outre de lui donner une puissance supplémentaire, lui assure d'avoir vraiment, en reprenant cette expression, un canon qui se pointe vers le cœur de l'Angleterre. Cette Belgique vraiment gêne les Anglais. Alors, on dit, c'est René Grousset dans son essai très intéressant où il fait la liste des différentes figures de proue, et bien sûr, naturellement, il ne manque pas de mettre Napoléon dedans. Il dit que c'est Napoléon qui a été un peu sec sur la question de Malte. On ne va pas aller dans l'affaire maltaise, mais pour faire simple, depuis la campagne d'Égypte, Malte avait été pris par Napoléon et avait été enlevé de la sphère d'influence anglaise, et les Anglais, grands marins, étaient plutôt gênés par cette situation. Les Anglais vont du coup mal exécuter la paix d'Amiens sur la question maltaise, et au final, on va aboutir à ce qui devait arriver, la paix va être rompue. Et à partir de là, on peut se plonger dans les livres d'histoire, suivre les chroniques militaires, comme on peut le faire avec passion sur la campagne d'Italie, sur la campagne d'Égypte. C'est vraiment une campagne d'Égypte en plus grand, une campagne d'Égypte de 10 ans qui va s'ouvrir. Napoléon est brillant sur la terre. Napoléon est invincible quasiment sur la terre. Invincible, mais comme en Égypte, il a connu Saint-Jean d'Acre, il a quelques petites faiblesses. On a déjà vu à Marengo en 1800, quand il a forcé les Autrichiens à la paix, qu'il était passé pas très loin de la défaite. Alors il avait certes gagné, mais on savait à quel prix. Il avait dû sacrifier l'un de ses plus brillants généraux, le général de Sex, ou d'Essai, je ne sais jamais comment on le prononce, qui avait dû arriver in extremis pour le sauver. En plus, Marengo avait souligné que c'était pas forcément Napoléon qui appelait la décision, puisque ça va être une autre bataille gagnée par un rival de Napoléon, la bataille de Hohenlinden en 1800, le 3 décembre 1800, qui va vraiment certifier la paix pour Napoléon et va pousser donc à cette paix de Lunéville. Donc, à partir de 1803 jusqu'en 1813, j'ai été assez précis sur certaines campagnes. On peut les reprendre, on peut les citer, mais chaque paix appellera une nouvelle guerre financée par l'or anglais tant que la Belgique n'aura pas été évacuée. Et c'est une clause inacceptable. Napoléon, il a été mis en place pour sauvegarder la Révolution. La Révolution, c'est la grande nation. La grande nation va jusqu'à ses frontières naturelles, qui englobent la Belgique, qui englobent la rive gauche du Rhin. Napoléon, victorieux partout, ne peut pas les abandonner. Les Anglais veulent faire la guerre, très bien. Alors, on fera le blocus continental. Le problème, c'est que le commerce qui adoucit les mœurs réveille les cupidités. Le commerce réveille les passions. Et c'est quand même bien gênant pour la gloire de ce premier consul, puis après de cet empereur, de devoir plus avoir accès aux produits coloniaux anglais. Donc le blocus continental commence à avoir des petites fuites par-ci par-là. Et chaque fuite va entraîner des réactions qui, additionnées, vont pousser au seul constat que toute personne à l'époque pourrait se faire, la soif de pouvoir de Napoléon. Et regardez de plus près, quand il envahit la Hollande, aucune nécessité, un royaume tenu par son frère, mais son frère ne veut pas faire appliquer le blocus continental. Son frère, Louis Bonaparte, se sent trop proche de ces sujets. Napoléon est obligé d'annexer la Hollande. Le pape, Napoléon a fait une politique de pacification avec l'Église. C'est pas pour se mettre à dos le pape. Il sait très bien, Napoléon, depuis la campagne d'Italie, depuis la campagne d'Égypte, c'est même son brio, ce qui lui a permis de pacifier la France, qu'il faut respecter les convictions de chacun, et que beaucoup en France sont religieux, sont catholiques, sont donc fidèles au pape. Quelle idée de devoir envahir les États pontificaux. Mais le pape ne veut pas appliquer le blocus. L'Espagne, une erreur incontestable. Napoléon a voulu faire trop en besogne. L'Espagne, c'est, toute personne qui connaît une carte sera assez d'accord avec moi, c'est ce qu'il y a entre la France et le Portugal. Le Portugal, allié historique, partenaire commercial historique de l'Angleterre. On est obligé donc d'avoir nos lignes de communication en Espagne. L'Espagne, le problème, ils sont dans une espèce de guerre de succession quelque peu pittoresque. Le mot n'est pas trop entre le prince Ferdinand et le roi Charles. L'un abdique, puis après se rétracte, il ne veut pas que son fils lui succède. Il y a des rumeurs comme quoi le Premier ministre Godoy aurait été en fait le père naturel de l'un aurait trompé, aurait poussé la femme de Charles à le tromper. C'est donc une situation assez singulière qui s'expose à l'Espagne. Napoléon, qui a quand même à cette époque-là, pas toute l'Europe, mais une bonne partie
du continent à gérer, que ce soit directement, que ce soit à l'aide de ses vassaux, de ses alliés, ou que ce soit par les armes, l'Espagne commence à la fin avec ses guerres de succession à l'embêter, et il va faire une nouvelle erreur. C'est la guerre d'attrition. Il va vouloir dégager l'un et l'autre pour mettre son frère Joseph, qui, comble, n'est pas si satisfait que ça de récupérer ce trône d'Espagne, et s'avérera être un piètre roi. Il sera surnommé par les Espagnols Pepe la Botella. Voilà pour ce qui est de l'Espagne, des États pontificaux, de la Hollande, et bien sûr de l'ultime erreur de la campagne de Russie. Toutes ont une seule explication, le blocus continental. Et ce blocus continental a lui-même une seule explication, la volonté indestructible, inébranlable de l'Angleterre de vouloir continuer la lutte, de vouloir continuer la guerre tant que la France ne sera pas revenue à ses frontières naturelles. Pas naturelles, justement, à ses frontières traditionnelles et non pas naturelles. Et ces frontières naturelles, Napoléon, qui a quand même été là pour sauver la Révolution, pour sauver le territoire, pour sauver la grande nation, il ne peut bien sûr jamais les négocier. Et ce que, c'est le tragique comme pour la campagne d'Égypte, ce que le génie, le brio de Napoléon peut faire sur terre, hélas, il suffit d'une journée, d'une bataille navale pour tout réduire en miettes. Les connaisseurs de l'épopée napoléonienne le savent, Napoléon s'avère être un brillant technicien et tacticien, lorsqu'il a lieu la fameuse reddition d'Ulm. À la seule force des pieds, rendez-vous compte, il abat la moitié de l'armée autrichienne. Il arrive à faire évaluer son armée tellement vite que les Autrichiens qui l'attendent, qui pensent encore qu'il est du côté du Rhin, en fait, ils découvrent l'armée napoléonienne qui les cercle, et le général Mack n'a pas d'autre choix que de signer la fameuse reddition d'Ulm. Regardez le brio. Une force, gagner une bataille sans même la livrer, c'est du pur art de la guerre. Hélas, ça c'est le 20 octobre 1805. Le 21 octobre 1805, un jour à peine après, a lieu Trafalgar. Et même si sur le coup, les contemporains, William Pitt, le Premier ministre anglais, s'il se réjouit de Trafalgar, on retient surtout que l'amiral Nelson, le brillant amiral Nelson, est mort. 2 mois après, la défaite d'Austerlitz vient montrer, encore une fois, s'il fallait encore une preuve, faire la démonstration du génie de Napoléon. Mais malgré tout, sur le long terme, tout est perdu dès le 21 octobre 1805. Et Napoléon, de coup, comme je vous l'ai dit, n'aura de cesse de devoir rattraper ce qui a été fait, de devoir courir après la victoire. Au début, il n'y a pas d'erreur, puis après, ça commence à s'enchaîner. Le système continental, la logique implacable du système continental, comme lors de la campagne d'Égypte, le fait d'être prisonnier dans ce territoire avait poussé Napoléon à une perpétuelle fuite en avant jusqu'à rencontrer la défaite. On va être dans la même logique. Au début, aucune défaite. La brillante campagne d'Autriche qui s'achève à Austerlitz, la brillante campagne d'Allemagne où les troupes allemandes sont éclatées à Jena et à Auschwitz avec le brillant maréchal Davout, tout va bien. Mais la Russie, une autre déception de Napoléon, je vous avais parlé en début de conférence de la déception de Napoléon avec Paoli, une autre déception se fait jour, c'est la déception de l'amitié qu'il espérait avec Alexandre. Il a quand même combattu durement pour l'avoir, cette amitié. La bataille d'Eylau, premier demi-succès, demi-échec qui rappelle aux coalisés présents et futurs que Napoléon peut-être être vaincu. Un nouveau Marengo en sort de cette bataille d'Eylau. Et surtout derrière quand même la bataille de Friedland qui vient sauver plus que largement l'honneur, qui est magnifique. Malgré tout ça, malgré le Petit-Site, il faudra derrière une Pétition brune de nouveau en 1809 avec l'Autriche, de nouveau avec une campagne d'autant plus difficile, qui connaîtra un échec, la bataille d'Espernesling, et une victoire certes assez nette, la bataille de Vadram, mais qui malgré tout n'aura pas la rigueur, la puissance, l'apothéose que peut avoir Austerlitz. Voilà tout le destin de la France napoléonienne d'un point de vue militaire. Alors ça a fait sans doute des morts, évidemment, 1 million de morts du côté français, on pense 1,5 million du côté coalisé, mais au final, on comprend bien que si la gloire, la soif de pouvoir, sans doute, ont pu jouer, c'est sûr que c'est toujours flatteur de se dire empereur des Français, empereur d'Occident, de se dire que son frère est en Espagne, c'est évident, on ne va pas le nier, mais on sait parfaitement quelle est la logique implacable qui a présidé à tout cela, c'est conserver l'héritage territorial, la grandeur des armées de la Révolution telles qu'elles avaient été signées à Campo Formio. Voici, je pense, en résumé, alors on ne va pas faire la fin de l'épopée, on la connaît à partir de la bataille de Russie, une fois que le reflux commence, comme un élastique comptant, à la fin, le retour est rapide. Et encore, Napoléon, malgré tout, a fait preuve de brio. La campagne d'Allemagne de 1813 montre encore une fois qu'il a du talent, mais il ne peut pas exploiter totalement ses victoires. La campagne de 1814 de France est considérée comme l'une de ses plus belles avec celle d'Italie. Le problème, c'est que déjà en Italie, il était à 1 contre 3, mais au moins les armées en face avaient eu le mérite de ne pas arriver en même temps. La campagne de France est une campagne perdue d'avance. Comme
pouvait l'être, au final, comme je vous l'ai dit, toutes les campagnes napoléoniennes, une fois que la paix d'Amiens a été rompue, surtout une fois que Trafalgar avait été intervenu. Voici donc pour ce qui est de ce destin napoléonien. Je vous propose maintenant de passer, ce sera plus bref, mais à ce qui nous intéresse le plus. On a pu voir ici quand même que la force principale qui pousse Napoléon dans peut-être des choses qu'on pourrait trouver le plus remarquable, mais aussi le plus regrettable, c'est malgré tout une logique implacable, celle du blocus continental, qui est mise là pour sauvegarder justement la Révolution, pour sauvegarder la République, et qui malgré tout aura une certaine efficacité, puisque comme je vous le dis, Napoléon prend le pouvoir en 1789, il le gardera 15 ans. On pourra dire 15 ans d'une monocratie, sans doute, et d'une monocratie qui se fait au nom de la souveraineté nationale et de la République et des principes de la Révolution. Et ces 15 années sont autant d'années où on a martelé les droits de l'homme, où on a martelé le droit de propriété, où on les a exportés, sans doute, peut-être pas avec le consentement des peuples, quoique si beaucoup se révoltent finalement contre Napoléon, les Allemands, les Italiens et même les Espagnols sont finalement assez réceptifs à ces lectes juridiques et qui sont quand même le fondement d'un nouvel ordre juridique tant français que continental et même plus tard occidental. Alors, on va venir sur une partie plus ramassée. Je pense que la contextualisation historique de l'action de la geste napoléonienne, on ne va pas rentrer dans la légende qu'il y avait pu avoir avec Sainte-Hélène, le mémorial, qui est une œuvre autant de littérature, d'intelligence que de propagande. Mais d'ailleurs, dans ce mémorial, Napoléon ne se dédie pas, on pourrait dire que c'est pour sa gloire posthume, mais il ne se dédie pas de son héritage révolutionnaire, voire libéral. On va passer maintenant plus précisément au procès. Je pense, alors, les connaissants de Napoléon ont pu voir que mon propos sur la geste napoléonienne s'inspire en partie de pas mal de Bainville. Honnêtement, je suis quelqu'un qui peut balancer, on va dire, Bainville et Guillemin, même si Henri Guillemin est quand même, on le sait, au niveau de ses sources assez douteux. C'est un mélange, ce qu'on peut appeler une causalité circulaire entre deux éléments phares, une réalité géopolitique intangible, que je vous ai expliqué, donc cette Angleterre qui ne veut pas cesser les hostilités tant que la France ne sera pas revenue à sa frontière traditionnelle, puisque sinon elle la menace dans son hégémonie. L'Angleterre était la puissance montante depuis le XVIIIe siècle, qui va nourrir du coup des campagnes victorieuses, glorieuses, puisqu'on avait quand même un génie à la tête de la France, qui va sans doute s'enorgueillir de ces éléments, qui va sans doute avec plaisir, oui, accorder telle principauté à son beau-frère de maréchal, tel autre à son frère, mais qui, malgré tout, ce plaisir de gloire, cette gloire que l'on a tous qui peut fasciner encore, est, je le pense, accessoire et entretenu avec ce mécanisme fondamental de la réalité géopolitique. Et les deux se sont entretenus. Une fois que Napoléon a accentué sa domination du continent, les autres pouvaient d'autant plus facilement critiquer un despote, un tyran qu'il fallait chasser, et du coup se coaliser avec d'autant plus d'intérêt. Quel est le procès qui est fait à Napoléon? Quelle est la discussion? Il y a 4 formes d'anti-napoléonisme, on pourrait dire. Il y en a un qu'on va éluder, parce qu'il est sans intérêt, et dans les 3 autres, il y en a un qui a de l'intérêt, mais qui ne peut pas être compatible avec les autres, mais on va plutôt s'intéresser au final sur les 2 derniers. On peut être anti-napoléonien simplement par fidélité au roi, à l'ancien régime. Une infime partie de la droite reste dans cette logique. Alors, j'ai cité Bainville. Bainville était proche, on le sait, de l'Action française. Bainville, au moins, avait ce mérite de devoir écrire 500 pages avant d'expliquer sa célèbre phrase, ne soit-ce que pour la gloire, si ce n'est pour la gloire et les armes, il eût mieux fallu que Napoléon n'existe pas. Parce qu'on sent à chaque ligne qu'il écrit que le personnage le fascine. Lui qui adore la grandeur de l'État, et l'Action française qui fait sa théorisation autour de la continuité de la puissance de l'État, forcément, à Napoléon, oui, au final, on revient plus petit que ce que l'on était, mais quel personnage. Et dans cette droite-là, on va dire, droite monarchiste, Napoléon est définitivement l'héritier de la Révolution, et c'est parce que définitivement il est l'héritier de la Révolution qu'il faut le détester, le mépriser. Donc on ne va pas dire qu'il y aura contestation sur le constat avec Napoléon est bien l'héritier de la Révolution pour eux, mais c'est comme l'héritier de la Révolution qu'on ne peut pas les apprécier. Les 3 dernières écoles, on va dire, qui sont anti-napoléoniennes, on va faire tout de suite celle qui est la plus inutile, c'est l'école, on va dire, anecdotique, contemporaine, postmoderniste, décoloniale, vous mettez tous les qualificatifs, qui n'est pas tant contre Napoléon, mais qui est contre tout. Mais dans le tout, du coup, tout ce qui s'élève comme Napoléon, on est d'autant plus contre. Et vient tous les débats hors contexte sur l'esclavage, vient tous les débats hors contexte sur le patriarcat, la place dominante du mari dans le code civil, enfin des choses totalement anachroniques qui témoignent juste d'une volonté militante et certainement pas d'une volonté d'analyse rigoureuse de la période. Donc
Si on suit cette école, on repensera notamment à l'ouvrage de Claude Ribes en 2005, qui nous expliquait par le menu que Napoléon avait juste été précurseur d'Hitler en ce qui concernait l'extermination d'un peuple, à partir de documents non sourcés, de choses absolument extravagantes. Donc, avec cette école, il n'y a pas de débat possible, c'est même en amont, au niveau de la méthode, qu'il faudrait débattre avec eux sur comment on fait de la méthode historique, comment on fait de la science historique. Est-ce qu'un jugement de valeur émis sur des sentiments en 2021 peut être applicable à un jugement de fait sur une situation de 1805 ? Vous voyez, on est sur quelque chose où, pour l'honnêteté, puisque c'est celle qu'on entend le plus, c'est celle qui a le plus d'impact en France actuellement, par exemple par rapport aux commémorations de l'Empire et de Napoléon, il faut l'évoquer, mais un dialogue n'est pas possible puisqu'il faudrait qu'on ait la même base, mais quand je dis même base, c'est au-delà de tout jugement de valeur, la même base scientifique, la même démarche d'analyse. On a cette source, on oppose cette source. Ici, c'est juste, on a nos sentiments de 2021. Et même si tout à l'heure, j'ai risqué la comparaison en expliquant que Napoléon avait un petit côté Christiane Taubira, ça ne va pas laisser dire plus que ça. Et au final, oui, si on peut au filer ici, c'est juste ce qu'ils vont détester, c'est que c'est une Christiane Taubira qui a entre guillemets réussi, qui n'a pas fini ministre garde des Sceaux de François Hollande, mais qui a fini empereur d'Europe. Donc forcément, on va pas aller plus loin ici. Les deux écoles anti-napoléoniennes, les deux dernières qui m'intéressent, sont celles où il y a des choses les plus intéressantes, je pense, à dire, à débattre, où la discussion peut être le plus productif. On va dire, c'est pour faire simple, c'est l'école libérale, et enfin j'appelle ça l'école libérale, c'est les libéraux et les jacobins. Je fais une petite parenthèse. Vous avez un article très intéressant de Patrice Guénifié qui a été fait dans Les grandes figures de la droite, qui est un recueil d'articles fait par le Figaro sur différentes figures frappantes. Et quand vous lisez la brochure sur Napoléon, c'est très amusant. On a l'impression de dire, ce qui n'est pas faux, que Napoléon en fait c'est un homme de gauche très apprécié par les gens de droite. Ce qu'on a pu voir sur la formation de Napoléon est exact. Au fond, Napoléon, j'ai envie de dire, on a souvent des difficultés pour définir la droite bonapartiste. La droite bonapartiste, c'est la droite des gens de droite qui aiment bien Napoléon, parce que c'est pas tous les gens de droite, il y en a beaucoup qui aiment Napoléon. Il y en a qui le détestent, comme je l'ai dit, par rapport à l'Ancien Régime. Malgré tout, Napoléon est celui qui a empêché le retour du roi, il n'a pas été le monk qu'on espérait. Et puis il y a et là on arrive à cette école, la droite héritière, on va dire, de 1789, qui aime bien la Révolution, mais bourgeoise. Et cette droite-là, Napoléon, elle ne lui pardonne pas ses guerres, elle ne lui pardonne pas un prétendu despotisme. Napoléon, si on doit le résumer en un mot, c'est Robespierre à cheval. C'est un mot que l'on doit à Madame de Staël, qui définit Napoléon au fond comme un Robespierre à cheval. Et c'est très amusant parce que si on regarde les griefs qu'a l'autre école anti-napoléonienne, l'école jacobine, qui est maintenant incarnée par la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et son conseiller d'histoire, on va dire, Alexis Corbière, qui, petite parenthèse, a fait un article dans le Figaro récemment pour critiquer l'empereur, bien plus pondéré que ce que je pouvais attendre. Honnêtement, je m'attendais à lire de l'Henri Guillemin, j'ai lu plutôt du Jean Tullard, donc c'était un bon point à noter. Mais quoi qu'il en soit, eux, j'ai envie de dire, c'est l'inverse. C'est justement parce que Napoléon n'a pas été un Robespierre à cheval qu'ils n'aiment pas. Donc au final, la question c'est de savoir est-ce que Napoléon a été ce Robespierre à cheval ou pas que l'on nous décrit. Donc dans ces deux dernières écoles, ces deux derniers griefs, en fait, quel est le problème ? C'est que Napoléon a eu une geste, certes très militaire, une geste, je vous ai expliqué toutes les circonstances, et j'ai mis sous silence l'aspect des complots qui avaient pu traverser son règne. Cette geste très révolutionnaire a quelque peu crispé une droite libérale qui, elle, par exemple, pourrait bien accepter, ce qui sera le cas d'ailleurs en 1815, et d'ailleurs, bizarrement, Napoléon, à cette époque-là, acceptera une constitution proposée par Benjamin Constant, aurait bien accepté qu'on retourne aux frontières traditionnelles, qui seront celles de 1815. Au fond, le problème de cette droite, je pense que plus que des analyses, et c'est le problème même de Napoléon tant avec cette droite, ce centre qui préfère le confort, qui préfère la paix à toute autre gloire, toute autre volonté de grandeur. On peut le retrouver encore dans des ouvrages, alors c'est pas des gens de droite, mais l'idée est là, c'est par exemple, vous avez la phrase de Jean-Michel Apathy sur Louis XIV, sur Versailles, en fait c'est ça, c'est des gens qui, tout ce qui pourrait appeler la grandeur nationale, donc la guerre, donc diverses idées négatives avec un ordre libéral, appellent nécessairement destruction. Donc Jean-Michel Apathy par exemple proposait que l'on rase Versailles. Et
peut supposer dans cette logique également que l'on renverse toutes les statues de Napoléon. Et on constate d'ailleurs qu'une partie de ces gens d'ordre, malgré tout, du coup, tendent la pierre, tendent la perche à cette gauche, les premiers que j'ai décrits, qui souhaitent absolument la destruction totale de toute histoire, qui sont des constructeurs absolus, sans aucune logique, sans aucune méthode. L'autre problème qu'a Napoléon, donc c'est comme je le dis avec la gauche jacobine, c'est, là encore une fois c'est un problème de terme, il aurait détruit la République. Encore une fois, quelle République a-t-il détruit ? La seule République que ces Jacobins aiment bien, c'est celle de 1793, dont la Constitution n'a pas été appliquée, et dont les tentatives, que ce soit Robespierre et le Comité de salut public, sont soldées au bout d'un an par une mise hors la loi. Et même quand ils ont essayé, des décennies après avec la Commune, bon, ils sont en train de la commémorer, ça a duré 1 mois et demi. Donc on regrette à Napoléon, effectivement, comme je dis, de ne pas avoir été un Robespierre à cheval, autrement dit un Lénine. Ils auraient aimé Napoléon si Napoléon n'avait pas fait le Concordat, s'il avait massacré la moitié de la France qui était restée plutôt droitière et chrétienne. Et si dans toutes ces conquêtes il y avait eu plus de morts, mais des morts intérieures, des gens qui n'étaient pas dans le bon sens, à la limite, on aurait pu apprécier Napoléon. Mais Napoléon, c'est l'aveu même de notre ami Corbière, du citoyen Corbière. Napoléon, il a coupé le souffle de la Révolution. Mais c'était justement le but de Napoléon, de couper le souffle de la Révolution. Au fond, ces deux accusations, elles sont fausses, elles sont erronées. Pour l'accusation, on va dire libérale, plutôt que de faire un exposé, je vais lire une citation de Jean Tullard en conclusion de son ouvrage sur Napoléon, qui résume bien la situation. Face au péril intérieur et extérieur menaçant ses intérêts, la bourgeoisie française a toujours su s'inventer des sauveurs. Napoléon ou la voix à Cavaignac, Louis-Napoléon Bonaparte, Thiers, Pétain et De Gaulle. Et parce que la vertu principale du bourgeois est l'ingratitude, mais son défaut majeur, le manque de courage, la séparation du sauveur et de ses inventeurs, s'est faite le plus souvent à la faveur d'une catastrophe nationale. Le sauveur porte généralement la responsabilité de cette catastrophe. Et Jean Tullard ajoute plus loin, une dictature de salut public au profit des nantis de la Révolution, telle était la signification profonde de la fondation de l'Empire. Pour l'avoir oublié et imaginer qu'il allait établir une nouvelle dynastie appelée à régner sur le continent, le sauveur fut renvoyé à la rédaction de ses mémoires. Sainte-Hélène annonce Schilcher, l'île Dieu et Colombey. Au fond, cette situation de Jean Tullard résume bien entièrement Napoléon. La droite, les libéraux, parce qu'il n'y a pas que des gens de droite, j'ai cité quand même Jospin, le mal français, les libéraux, en fait, regrettent Napoléon d'avoir... Ils l'ont appelé pour sauver la République, pour sauver l'ordre social, mais ils ne voulaient pas sauver la gloire de la France, la gloire de la Révolution. Et à l'inverse, ceux qui voudraient sauver la gloire de la Révolution, les Jacobins, ne reconnaissent pas Napoléon, malgré tout, d'avoir sauvé sa gloire, d'avoir sauvé, je le pense sincèrement, son ordre juridique, parce que sans Napoléon, encore une fois, je vous le dis, si la Révolution s'était finie, je ne sais pas, en 1796, un désastre en Italie, les armées de Hoche et de Moreau écrasées en 1796, honnêtement, la Révolution française, je l'ai déjà dit, aurait été dans nos livres d'histoire comme une parenthèse, comme le fut Cromwell, entre une monarchie d'Ancien Régime et une monarchie plus modérée, et qui aurait eu sans doute du mal à se réformer. Il faut avoir cette honnêteté-là de le voir. Donc, Napoléon est pris entre deux feux, et ça me semble des feux totalement injustes, notamment pour ce qui concerne les libéraux. Les libéraux sont attachés, on va dire, à un certain ordre bourgeois, à un certain ordre social. Et qu'est-ce que reprochent justement les Jacobins à Napoléon ? Napoléon, c'est de l'avoir défendu cet ordre, et de l'avoir bien défendu. Et cet ordre, que l'on peut critiquer malgré tout dans le bourgeois, c'est l'ordre de l'état de droit, des institutions juridiques, de l'égalité, de la propriété, ce n'est pas un gros mot. C'est quand même tous ces éléments qui font de notre état de droit et qui sont l'infrastructure indispensable de nos démocraties libérales contemporaines que sont censés apprécier ces gens-là. Tout cela n'aurait pas été possible, ou du moins aurait pris beaucoup plus de temps en France, n'aurait pas été exporté si facilement dans le reste de l'Europe si Napoléon n'avait pas eu lieu. En critiquant le prétendu despote, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, il critique malgré tout celui qui, par son abnégation, sa force, et effectivement une sacrée volonté, une sacrée énergie, et il en fallait, puisque je vous rappelle qu'il était quand même en guerre contre toute l'Europe, a permis cette réforme de la France profonde, que les anciens rois avaient envisagé, a permis donc la naissance de cette France moderne qui est la condition sine qua non à nos libertés, à notre bien commun, même tout simplement au développement du capitalisme. Et ça d'ailleurs,
les auteurs d'en face, les jacobins, le comprennent bien quand ils critiquent Napoléon en étant celui qui a défendu cette bourgeoisie, comme le constate Jean Tullard. Mais ces jacobins, eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la République, je vous ai parlé tout à l'heure de 1789-1793 par rapport aux deux révolutions, c'est que la forme de révolution et la forme de République qu'ils ont proposée a toujours été systématiquement mise en échec et refusée par les Français. En 1794, en 1848, en 1871, en 1946, systématiquement, la République jacobine a été refusée par les Français. Donc c'est peut-être cette République qui, soi-disant très patriote, n'est pas celle qui convient à la France, et celle qui convient à la France, c'est donc notre République moderne, d'ailleurs avec des institutions qui, sans l'hérédité, nous rappellent par bien des principes le pouvoir napoléonien, un exécutif surplombant qui domine son Parlement. C'est ce que nous avons en France depuis 1958. Et donc quand on voit l'héritage, l'organisation constitutionnelle de la France depuis 1958 et son organisation administrative, quand on voit comment le Code civil s'est exporté partout dans le monde et le triomphe même actuel de l'état de droit, et que l'on se dise Napoléon, mais c'est une gloire passée, il faut la mettre au cercueil, il faut la renfermer aux Invalides, mais c'est cette gloire passée justement, c'est ces 15 ans de combat intense qui ont permis à l'état de droit contemporain, à l'état de droit moderne, à la République contemporaine et moderne, à la Révolution au final, parce que c'était le grand projet de la Révolution avec les droits de l'homme, de s'imposer. Nietzsche avait dit, je crois, j'avais commencé ma conférence là-dessus, que au fond, et la citation est sympathique, la Révolution a rendu Napoléon possible, c'est sa seule utilité. Je ne vous cache pas que moi-même, par affection personnelle, avant de préparer cette conférence, je me disais c'est ça au fond. Je ne suis pas un grand fan de la Révolution française, mais je suis un grand fan de Napoléon. J'aime beaucoup les rois qui ont précédé la Révolution, et du coup je me disais, bon, on ne peut pas sauver la Révolution, mais on peut sauver Napoléon, et s'il faut être nietzschéen pour sauver Napoléon, soyons-le, et affirmons cette phrase, la Révolution a rendu Napoléon possible, c'est la seule utilité. Avec la perspective, en grandissant avec l'âge, en étant histoire du droit, on se rend compte que Napoléon, en fait, a rendu la Révolution perpétuelle et universelle, et c'est ça, sa glorieuse utilité. Je tenais donc à vous remercier de m'avoir écouté dans cette démonstration.